Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous du musée. Nous vous accueillons aujourd'hui avec Frédérique Guery-Gergotte, conservatrice en chef art moderne et contemporain. Frédérique, tu as choisi de nous parler aujourd'hui d'une œuvre des collections. Quelle est-elle ? Il s'agit d'un portrait de prisonnier de guerre peint par Otto Dix en 1945 lorsqu'il était prisonnier de guerre à Colmar dans le quartier de Logelbach. C'est une œuvre qui a été acquise en 1998 avec l'aide du Fonds régional d'acquisition des musées. Et donc cette œuvre est depuis 1998 dans nos collections. Alors le portrait, lorsqu'on a acquis cette œuvre, on ne savait pas de qui il s'agissait. Les recherches qui ont été entreprises dans l'intervalle ont permis de déterminer qu'il s'agit d'Otto Luik, un peintre de la Stuttgarter Sécession, donc un peintre de Stuttgart, qui était également prisonnier avec d'autres peintres. Et Otto Dix l'a représenté en buste, avec un regard extrêmement triste, un visage émacié, et derrière lui, on devine des fils de fer barbelés, mais Otto Dix les a peints comme s'entourant autour de la tête de ce prisonnier, comme si finalement ce prisonnier de guerre était un nouveau crucifié, une identification qui a été faite donc par Dix comme un Christ avec une couronne d'épines autour de sa tête. Et on devine aussi en arrière-fond, dans le paysage relativement abstrait de ce portrait, la silhouette de la fabuleuse église du quartier du Logelbach. Est-ce que tu pourrais nous parler d'Otto Dix ? Qui était-il ? Alors Otto Dix est un peintre allemand, il est né en 1991, il a fait d'abord partie avant la Première Guerre mondiale d'un groupe de peintres expressionnistes, il s'est formé à l'école des arts décoratifs de Dresde et ensuite il a été engagé dans la Première Guerre mondiale comme volontaire. Pendant la Première Guerre mondiale, il a fait d'innombrables dessins dans ses carnets, mais aussi des dessins sur des feuilles de papier, dont on a quelques exemplaires d'ailleurs dans nos collections. À l'issue de la Première Guerre mondiale, il a fait partie d'un groupe dadaïstes et ensuite de la nouvelle objectivité. Et à partir de 1933, Otto Dix a été considéré comme un artiste dégénéré. Il a dû quitter son poste de professeur à l'école des beaux-arts de Dresde et il s'est réfugié sur les bords du lac de Constance sans quitter l'Allemagne, mais quand même pas trop loin de la Suisse au cas où. Et c'est justement sur ce lieu-là, lorsqu'il était donc sur les bords du lac de Constance, qu'il a été, à l'âge de 54 ans, contraint de participer à la Seconde Guerre mondiale et qu'il est arrivé jusqu'à Colmar en 1945 en tant que prisonnier de guerre. Après la guerre, il va retourner sur les bords du lac de Constance où il va finir sa carrière et sa vie. Il est mort en 1969. Il n'est plus revenu à Colmar dans cet intervalle. En revanche, il a gardé des liens extrêmement étroits avec le peintre colmarien Robert Gall, qu'il avait hébergé chez lui pendant cette période d'incarcération. Quel a été le lien d'Otto Dix donc avec Colmar ? Il a été prisonnier. Combien de temps est-il resté ? Alors en fait, Otto Dix a été enrôlé en fait dans le Volkssturm. Il a été contraint de participer à la fin de la Seconde Guerre mondiale sous le drapeau allemand. Dans ce contexte-là, il est parti sur le front dès la mi-mars en Forêt-Noire et c'est là qu'il a été fait prisonnier et amené dans le quartier de Logelbach, dans le camp de prisonniers alliés du quartier de Logelbach. C'était le 18 avril 1945 et on sait qu'il y est resté jusqu'en février 1946, donc presque un an. Donc il a été influencé par la ville de Colmar dans certaines de ses œuvres. Est-ce qu'il a pu peindre, dessiner les œuvres pendant qu'il était à Colmar ? Alors il a eu un statut effectivement privilégié puisqu'il a été fait prisonnier quelques semaines seulement avant l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, les prisonniers de guerre sont restés dans le quartier du Logelbach, dans ce camp de prisonniers. La chance qu'Otto Dix a eue, c'est qu'il a été reconnu par le lieutenant français de ce camp de prisonniers comme le célèbre peintre de la nouvelle objectivité allemande et il a été mis dans un groupe de peintres, utilisé ce groupe pour faire des décors de théâtre ou participer à des peintures, des décorations. Et la chance d'Otto Dix, c'est qu'il a pu en journée sortir du camp de prisonniers et travailler dans l'atelier notamment de Robert Gall, qui est un peintre colmarien. Et avec Robert Gall, en journée, il pouvait s'adonner à sa passion, le dessin et la peinture. Et c'est comme ça qu'il a pu voyager avec lui dans les Vosges, revenir à Colmar, découvrir aussi le retable d'Issenheim qui est revenu au musée Unterlinden dès le mois de juillet 1945 et réalisé différentes œuvres, un certain nombre d'œuvres. On en a dénombré plus de 70 qui ont pu être réalisées pendant cet épisode de son incarcération.
Le musée a acquis d'autres œuvres de cette époque, de cette période à Colmar? En effet, les principales œuvres de cette période qui ont été acquises par le musée Unterlinden est l'esquisse préparatoire pour le triptyque de la Madone au barbelé. Ce triptyque est une peinture qui est actuellement conservée dans l'église du quartier de Mariendorf, l'église Maria Frieden à Berlin. Et nous avons ici à Colmar l'esquisse préparatoire dans nos collections. On a également une tête de Christ qui a été peinte juste avant son départ de Colmar, au tout début de l'année 1946, qui est très proche dans son sujet, mais aussi dans sa facture et dans son style des œuvres de Schongauer, par exemple. En 2016, une exposition a été consacrée à Autodix et son lien notamment avec le retable dont tu as été commissaire d'exposition. Le retable a-t-il vraiment influencé son travail ensuite? Le musée Unterlinden a été ouvert en 1853. Donc le retable d'Isenheim a vraiment été un chef-d'œuvre redécouvert dans les collections publiques à la fin du XIXe siècle. Et comme chacun sait, l'Alsace a été annexée à un moment donné et donc le retable d'Isenheim et le musée lui-même faisaient partie du patrimoine germanique. Et comme beaucoup d'artistes allemands, il a été très marqué par cette œuvre qui est un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, conservé ici à Colmar. Et dès le début de sa carrière, dès avant donc la Première Guerre mondiale, il a fait plusieurs œuvres en relation avec le retable d'Isenheim, et c'est ce qu'a montré cette exposition. Et on s'est rendu compte en travaillant sur ce projet que de 1912 à 1969, enfin pendant toute sa carrière, le retable est revenu comme un leitmotiv dans son travail, et beaucoup de ses œuvres font un clin d'œil finalement à ce chef-d'œuvre de l'histoire de l'art si marquant pour le monde germanique. Suite à cette exposition, le musée a acquis des œuvres ou comment Alors effectivement, on a eu beaucoup de chance après cette exposition qui a quand même obtenu aussi le label d'intérêt national. Il y a eu 3 dépôts d'œuvres consécutifs donc à cette exposition qui nous ont permis de garder une trace de ce grand projet qui avait été présenté donc en 2016 à Colmar. Alors il s'agit notamment de portraits de prisonniers, peints en revanche lorsque Dix est retourné chez lui, une crucifixion qui s'inspire directement de celle du retable d'Isenheim, et aussi une annonciation qui, elle, date de 1950 et qui est une transposition contemporaine de l'Annonciation du retable d'Isenheim. En effet, en lieu et place de la Vierge qui reçoit de manière un peu effarouchée l'annonce de sa grossesse par l'ange qui est représenté dans le retable d'Isenheim, Autodix a représenté une jeune fille, a contextualisé donc dans les années 50 cette Annonciation, une jeune fille, une adolescente, comme c'est le cas dans le texte biblique, qui voit l'apparition d'un ange qui pointe du doigt, comme dans le tableau de Grunewald, et qui lui annonce donc son futur enfantement. Merci Frédéric pour tous ces éléments concernant Autodix et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous du musée. Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous retrouver prochainement dans les salles du musée.